À la une, Amman à son tour touché par la violence. Ce dimanche, une fusillade a éclaté à l'intérieur de l'ambassade israélienne de la capitale jordanienne. Il y aurait 2 morts. À Jérusalem, Benyamin Netanyahou convoque lui un cabinet de sécurité pour évoquer les violences autour de l'esplanade des mosquées. Au Texas, 9 migrants ont été retrouvés morts dans une remorque stationnée sur un parking. 17 autres personnes ont été hospitalisées dans un état critique. Suspecté d'être le chauffeur du camion, un homme de 60 ans a été arrêté. Du sport, avec la 21e étape du Tour de France sur les Champs-Élysées, la victoire est revenue à Dylan Groenewegen. Sans surprise, c'est le Britannique Christopher Froome qui remporte cette grande boucle 2017. C'est la 4e de sa carrière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 24. On prend donc tout de suite la direction d'Amman, où une fusillade a éclaté dans l'enceinte de l'ambassade israélienne. Selon le dernier bilan, 2 Jordaniens sont morts dans cette attaque. 2 personnes ont également été blessées. Le quartier a été bouclé. Cette attaque contre la représentation diplomatique d'Israël en Jordanie intervient alors que les tensions autour de l'esplanade des mosquées se poursuivent. Des violences qui inquiètent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il se réunira ce lundi. En Israël, Benyamin Netanyahou a convoqué un cabinet de sécurité pour évoquer l'éventuel retrait des détecteurs de métaux autour du lieu saint. Sur place, en tout cas, la tension est toujours palpable. Natacha Milray. À nouveau, des heurts à Jérusalem-Est, tout près de l'esplanade des mosquées. Les forces de sécurité israéliennes dispersent les fidèles musulmans par des jets de grenades, alors que la prière du soir vient de s'achever. Ces violences se répètent depuis plusieurs jours ici. La colère des Palestiniens ne faiblit pas après l'installation de détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Une mesure imposée par Israël suite à l'attaque qui a coûté la vie à 2 policiers israéliens le 14 juillet dernier. À 10 km plus au sud, la Gronde a également gagné la ville de Bethléem en Cisjordanie. En témoignent ces images d'affrontements entre policiers israéliens et fidèles musulmans. Ces Palestiniens viennent de mettre le feu à des portails de sécurité symboliques qu'ils ont fabriqués un peu plus tôt dans la journée. La communauté internationale s'inquiète de ce nouveau cycle de violence au Proche-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à se réunir ce lundi à New York. Recep Tayyip Erdogan se rend ce lundi au Qatar, une visite dont le but affiché est d'apaiser les tensions entre Doha et ses voisins. La crise diplomatique couve depuis le 5 juin dernier. Une tournée du président turc dans le Golfe débutait ce dimanche avec un double déplacement au Koweït et en Arabie Saoudite. Florence Tomaso. Avec cette tournée dans le Golfe, Recep Tayyip Erdogan entame une mission délicate. Comment défendre le Qatar, allié de longue date et partenaire stratégique de la Turquie, tout en protégeant les intérêts commerciaux de la Turquie avec les pays voisins hostiles au gouvernement qatari. Une équation compliquée. Depuis le début de cette crise diplomatique, la pire dans la région depuis des années, Ankara tente de jouer un rôle de médiateur. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage. Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité, pas de nouvelles divisions. Avant d'arriver à Riyad, le président turc a mis l'accent sur les partenariats économiques. Nous apprécions et soutenons tous nos frères de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et d'autres pays du Golfe, et nous voulons travailler à une coopération accrue avec eux. Comme je l'ai déjà dit, les problèmes politiques sont temporaires, mais les liens économiques sont permanents. Les Émirats Arabes Unis sont l'un des grands partenaires économiques d'Ankara. En 2016, les exportations turques vers ce pays se sont élevées à près de 5,5 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite était derrière, à la 11e place. La crise ouverte qui secoue la région s'est déclenchée le mois dernier. Riyad ainsi que Bahreïn, l'Égypte et les Émirats ont coupé les liens avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme. Doha doit répondre à une demi-douzaine de demandes de la part de ses voisins pour que les sanctions soient levées. L'Émirat n'a pas encore donné suite à ces nouvelles exigences, mais se dit ouvert au dialogue. On en vient à cette découverte macabre au Texas. Sur un parking de San Antonio, la police a retrouvé les corps sans vie de 9 migrants. Ils étaient entassés dans une remorque de camions non climatisée. Une vingtaine de personnes ont également été hospitalisées. On voit tout cela avec Serine Bay. Au milieu de la nuit, sur le parking de ce supermarché de San Antonio au Texas, les secours ne s'attendaient pas à une si macabre découverte. Dans la remorque d'un camion, plusieurs personnes mortes par asphyxie et une trentaine de blessés.
Dans le camion, il n'y avait ni air conditionné, ni eau. La température à l'intérieur était intenable. Les blessés souffrent de sévères déshydratations et d'épuisement. Il pourrait s'agir d'un groupe de migrants clandestins venus du Mexique voisin. San Antonio se trouve à 2 heures de la frontière. C'est un employé du supermarché qui a donné l'alerte. La présence du camion sur le parking lui semblait suspecte. Un homme qui sortait du camion lui a demandé de l'eau. L'employé nous a appelés. En vérifiant la vidéosurveillance, nous avons vu un mouvement de véhicules autour du camion. Des véhicules qui venaient chercher des gens qui sortaient de la remorque. Cela semble bien être un trafic d'êtres humains. Au lever du jour, les policiers n'avaient toujours pas déterminé la provenance du camion. Un homme a été arrêté, probablement le chauffeur. Ce genre de drame s'est déjà produit dans la région. En 2013, 19 personnes avaient été retrouvées mortes dans les mêmes circonstances. On reste aux États-Unis où le Congrès a donné son feu vert à de nouvelles sanctions. Elles viseront la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Démocrates et républicains veulent notamment sanctionner Moscou pour son ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Une initiative bien accueillie ce dimanche par la Maison-Blanche. Noémie Roche. Ils ont réussi à surmonter leur division. Les parlementaires républicains et démocrates sont tombés d'accord sur un projet de loi pour durcir les sanctions contre Moscou. Un texte pour sanctionner l'annexion de la Crimée et l'intervention militaire russe en Ukraine et en Syrie. Selon le chef des démocrates au Sénat, cela est justifié. Compte tenu des nombreuses transgressions de la Russie et de l'apparente incapacité du président Trump à y répondre, ce projet de loi de sanctions est indispensable. Indispensable, ce n'est pas l'avis du président américain. Donald Trump, au contraire, prône une politique d'assouplissement avec Moscou pour, selon lui, mieux négocier avec la Russie sur des dossiers sensibles. Le président américain va donc devoir faire un choix. Il peut opposer son veto, mais il risque alors d'alimenter un peu plus les soupçons de collusion avec Moscou, au moment même où une enquête sur de possibles ingérences russes dans la dernière campagne présidentielle américaine est en cours. Il peut aussi valider ce texte en allant à l'encontre de ce que lui conseille son administration. Embarrassant, d'autant que le projet de loi vise aussi à sanctionner l'Iran et la Corée du Nord, 2 pays contre lesquels Trump a pris des positions très dures. Direction à présent le Venezuela où Nicolás Maduro reste toujours sourd aux appels de l'opposition. Il a annoncé que le scrutin prévu dimanche prochain pour élire une assemblée constituante allait bien avoir lieu. L'opposition dénonce une mascarade et annonce qu'elle va boycotter le scrutin. On écoute le président Maduro. J'exige que l'opposition ait un peu d'honneur et respecte le droit des Vénézuéliens à voter librement le dimanche 30 juillet, sans violence. Je le demande à tous les leaders de l'opposition, non à la violence. Et je vous le disais en titre, le Tour de France a donc rendu son verdict. Ce dimanche, la dernière étape a été remportée sur les Champs-Élysées par le néerlandais Dylan Groenewegen. Le favori de cette édition 2017, Christopher Froome, décroche lui sa 4e grande boucle. Le premier français Romain Bardet termine lui 3e. Retour sur ses 3 semaines de course avec notre envoyé spécial sur la ligne d'arrivée, Benoît Perrochet. Ce qu'on va bien sûr retenir de cette édition 2017, c'est le 4e sacre de Christopher Froome, le 3e de suite, mais sans doute le plus difficile à aller chercher. Souvenez-vous de cette montée dans Peyragudes, dans les Pyrénées, où le leader de la Sky avait été décramponné par Romain Bardet. Aucune victoire d'étape dans cette édition 2017 pour Christopher Froome, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. Mais encore une fois, il a pu compter sur une formation, la Sky, la plus forte, la plus homogène du peloton, des équipiers qui ont toujours roulé pour Christopher Froome. Encore une victoire pour le Britannique et il intégrera ce club très prestigieux des quintuples vainqueurs du Tour en compagnie de Merckx, de Hinault, de Anquetil ou encore d'Indurain. Des satisfactions également côté tricolore avec le 2e podium de suite pour Romain Bardet, même s'il y aura forcément quelques regrets pour le leader de la formation AG2R, la mondiale, qui ne comptait que 23 secondes de retard avant le chrono de Marseille, 23 secondes
de retard sur Christopher Froome. Malheureusement, ce chrono lui aura été fatal. Il termine à la 3e place derrière Christopher Froome et le Colombien Rigoberto Urán. Et puis 5 victoires d'étape tout de même côté tricolore, dont 2 pour le seul Warren Barguil qui termine meilleur grimpeur avec le maillot à pois de cette édition 2017 pour le Breton de 25 ans. La grande satisfaction pour ce Breton qui est devenu le chouchou du public français. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain journal, c'est dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.